Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy. Bonjour chère Clémence et bonjour à tous. Consciemment ou non, la folie du système et dans l'engrenage dans lequel nous sommes pris pourrait nous amener à préférer sacrifier 100 millions de vies humaines et peut-être plus, plutôt que 300 000 milliards de dollars de dettes dans le monde. Nos vies valent plus que leur profit lancé il y a déjà 15 ans le postier de Neuilly, Besancenot. Nous voudrions y croire, mais nous savons bien que ce n'est pas vrai, et de même que certains voudraient nous faire croire que le conflit ukrainien se terminera par la victoire du bien contre le mal, nous savons aussi que des facteurs bien plus terre-à-terre de comptabilité macabre emporteront la décision. Nous allons tenir cette comptabilité macabre aujourd'hui non par goût, mais parce qu'il le faut bien, parce qu'il faut bien prendre conscience des enjeux réels. Alors justement, combien une vie, combien ça vaut ? Une vie n'a pas de prix, bien entendu, sauf pour un assureur et tout un tas d'autres professionnels de la vie et de la mort qui ont calculé depuis une soixantaine d'années, non pas la valeur d'une vie, mais la valeur d'une vie statistique. Alors, aux États-Unis, une vie statistique vaut par exemple 7,5 millions de dollars selon la FEMA, l'agence fédérale qui gère les catastrophes naturelles aux États-Unis justement. Alors, par exemple, selon la même FEMA, une heure de vie perdue dans les bouchons ou les transports vaut précisément 34,72 $. Cela signifie que si un pont permet d'économiser 1 million d'heures de transport, son coût de construction devrait être inférieur à 34 720 000 $ pour être économiquement intéressant. Mais si une vie statistique vaut 7,5 millions aux États-Unis, en Russie, elle ne dépasse pas 2 millions de dollars, et elle en vaut 3 millions en France. Sur l'échelle du grand marchandage humain, notre temps dévolu sur cette terre nous rapproche davantage d'un moujik que de l'oncle Sam. Ainsi, les 250 000 morts du conflit ukrainien vaudraient donc statistiquement quelque chose comme 500 milliards de dollars. Ce chiffre sordide est à comparer aux 750 milliards estimés pour reconstruire l'Ukraine. Ces 750 milliards, je tiens à préciser, ne sont pas tant un coût matériel en plus du coût humain qu'une richesse à prélever sur le pays par le vainqueur grâce à la magie du crédit et des contrats de reconstruction qui, je vous rappelle, sont déjà entre les mains de BlackRock pour la partie ukrainienne. Nous pourrions donc entrevoir la fin prochaine de ce conflit, et donc une sorte de paix blanche à la coréenne, où chacun sauve son investissement de chair et d'os si nous nous en tenons aux équilibres économiques et financiers de la guerre. Mais il y a ici un problème. Cette guerre n'est pas tant celle de la Russie contre l'Ukraine, mais de la Chine contre les États-Unis. Il me semble l'avoir déjà souligné au mois de mars 2022. Et jusqu'ici, le vainqueur véritable ne sera pas celui qui paye le prix du sang. Et c'est ce qui fait le grand danger de ce conflit, danger encore augmenté par les sacrifices énormes consentis aussi bien par les Russes que les Ukrainiens, qui luttent désormais pour leur survie même. Mais de toute manière, il ne s'agit là que d'une question de temps. Si la guerre d'Ukraine est une guerre de proxy, elle prépare le conflit majeur du XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine. Mais pourquoi les deux superpuissances ne pourraient-elles pas régler leurs différends par une guerre commerciale ou une guerre diplomatique, plutôt que la déflagration d'une guerre conventionnelle doublée d'un risque nucléaire vaguement angoissant ? Alors vous connaissez l'adage, la politique étrangère n'est que le reflet de la politique intérieure, et un autre tant qu'on y est, la guerre est la continuation de la dette par d'autres moyens, désolé cette variante est de moi, mais elle est importante. Car voyez-vous, chère Clémence, chers auditeurs, la valeur statistique d'une vie humaine peut être calculée soit par la production de richesse de ses vies statistiques, soit par sa consommation de richesse. Après tout, un homme doit bien vivre, se loger, se nourrir, se déplacer, être soigné. Et je ne vous apprendrai rien en notant que nous consommons statistiquement bien plus que la part de richesse qui est attribuée à notre travail. Pour le dire crûment, il devient rationnel pour une kleptocratie de détruire des vies quand celles-ci coûtent davantage qu'elles ne produisent, ou plutôt qu'elles coûtent davantage que l'on ne veut bien accorder à leur travail. Depuis 2009, l'Occident a produit en gros 5 fois plus de crédits, 5 fois plus de dettes que de richesses, 5 fois plus de promesses que de capacité à les honorer. Comme j'ai pu l'analyser par ailleurs, cette débauche de capital a fait pression à la baisse sur les salaires réels, comme elle a favorisé un comportement prédateur dans les relations internationales. Alors bien sûr, nous pourrions accepter cette dérive, accepter notre faillite, prendre nos pertes, retrousser nos manches et corriger nos excès capitalistiques et financiers.
Mais la haute bourgeoisie d'affaires atlantiste pourrait également vouloir que rien ne change et continuer à sacrifier sa population et ses partenaires mondiaux, plutôt que d'accepter la ruine dont elle est responsable. Alors, consciemment ou non, ces gens pourraient bien préférer sacrifier 100 millions de vies ou même plus à 300 000 milliards de dettes. Voilà comment, en le voulant ou non, on peut arriver au pire dérives et à des choses que l'on pensait oublier pour très longtemps. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune et à bon entendeur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.